Première édition du tournoi Karukera Kids Cup. Comme des champions, les meilleurs joueurs guadeloupéens de moins de 10 ans ont affronté les équipes du Canada. Le reportage d'Yvan Lemar sur cet essai plutôt réussi. Le temps se dégrade, mais également la qualité de l'air. Guader annonce un indice médiocre. Rien d'alarmant selon les spécialistes. Nous ferons le point avec Isabelle Hameau et Patrick Curie dans ce journal. On refuse d'être mis sur le banc de touche. Voilà ce que scandent les inspecteurs d'auto-école de la Guadeloupe. Mobilisés contre la loi Macron, ils réclament le report de cette loi qui prévoit de réformer le permis de conduire. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Il se voit déjà gagner des grands chelems. Les meilleurs joueurs de tennis guadeloupéens de moins de 10 ans se sont frottés pendant 4 jours aux tennisman du même âge venus du Canada. Comme leurs aînés, ils ont participé à leur propre tournoi, le Karukera Kids Cup, qui s'est déroulé au Gosier. Une mini-coupe Davis que n'a pas manqué Yvan Lemar. Pour cette première Karukera Kids Cup, 2 équipes de Guadeloupe, 2 équipes de France et une du Canada se sont affrontées durant 4 jours. Un moment apprécié par ces champions en herbe. Le tournoi, c'était très bien parce que je jouais beaucoup de matchs et j'en pris beaucoup parce que tout le monde ici était joué très bien. Et ça, c'est seulement une façon d'apprendre, c'est de jouer avec les personnes qui sont meilleures que toi. C'était bien de rencontrer d'autres gens parce qu'on se confrontait toujours à des Guadeloupéens, de se confronter à des Français et à des Canadiens. Et l'objectif était de les accrocher et même de les gagner. Après, on perd, c'est pas grave. Les Canadiens ont bien joué, vraiment bien joué. Les Français, oui aussi, ils ont bien joué quand même. Que c'était une bonne expérience, que c'était bien pour tout le monde. Tout le monde jouait bien, je trouve. On s'est donné à fond. Pour la délégation canadienne, cet échange était une véritable opportunité. C'est très très rare que pour les 10 ans et moins, on a des compétitions par équipe. Alors je trouvais que c'est une belle opportunité de venir et surtout aussi de voir des nouveaux joueurs, des nouveaux visages. Des fois, les jeunes jouent plusieurs fois des rencontres, des tournois avec les mêmes personnes. Donc de savoir qu'on pouvait aller rencontrer des gens de Guadeloupe, des gens de la France et nous avoir une équipe, je pense que l'opportunité était très bien placée pour vivre l'expérience tennis, mais aussi de l'expérience au-delà du tennis. Parce que je trouve que ce qu'on fait de bien ici, c'est qu'il y a un sens vraiment où on s'occupe des gens. Les jeunes sont en famille, donc la notion culturelle qui devenait aussi importante. Donc tous ces facteurs-là mis ensemble, je pense qu'on a fait un bon choix. Pour l'équipe de France, ce tournoi s'intègre dans un projet de formation des jeunes joueurs. Nos joueurs, en fait, ils sont dans une logique de formation. Donc ils apprennent globalement un métier et dans cette logique de formation, venir ici c'est très intéressant parce que ça permet de jouer d'autres enfants, de continuer sur les apprentissages qu'on fait déjà en métropole dans des conditions différentes pour des enfants qui jouent fréquemment sur les compétitions interrégionales voire internationales. Pour les Guadeloupéens, ce tournoi a permis de progresser. Ce qui est important, c'est de se dire qu'à chaque fois, en fait, quand on part en métropole, on emmène à chaque fois 1 ou 2 enfants. Là, on a réussi vraiment que tous nos Guadeloupéens, les 8 enfants qui étaient sélectionnés, ont pu vraiment participer et jouer avec tous les autres joueurs. Donc en fait, en termes de niveau, là, les 8 joueurs ont progressé sur la compétition. Et après, c'est de représenter la Guadeloupe, ça c'est important, et surtout de jouer contre les Canadiens et les Français, c'est des sélections. Donc je pense que pour eux, voilà, c'était une mini Coupe Davis, et je pense que ça leur a vraiment plu. Chez les filles, le Canada remporte cette première édition devant les 2 équipes de France. Chez les garçons, le Canada termine en tête, suivi de l'équipe de France 1 et de la première équipe de Guadeloupe. Les inspecteurs d'auto-école sont en colère, mobilisés lundi dernier devant le centre d'examen du Rézé sur les routes. Ils contestent la réforme du permis de conduire contenue dans la nouvelle loi Macron. Que prévoit-elle? Les précisions d'Isabelle Hameau et de Patrick Curie. Une cinquantaine d'enseignants de la conduite ont dénoncé certains aspects de la nouvelle loi Macron, notamment l'externalisation de l'examen théorique général dit ETG. Cela signifie que désormais, des opérateurs privés auront une délégation publique pour faire passer l'examen du code des élèves. Ceux-ci n'auront plus à passer par l'auto-école. Avec cette nouvelle mesure, les professionnels se sentent exclus. On se rend compte que le gouvernement met en place un certain nombre d'éléments pour faciliter les personnes qui passent le permis, mais ne prennent pas en compte l'existence même des auto-écoles, puisque si on nous enlève le code, on nous enlève pratiquement tout ce qui tourne autour de l'auto-école, puisque pour le moment, tout ce qui nous reste, c'est la préparation des candidats pour la pratique.
Le reste, petit à petit, on nous l'enlève. Alors vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le permis en candidat libre. Donc quelqu'un qui s'inscrit en candidat libre, il ne passe pas par l'auto-école. Il peut louer une voiture et se présenter devant l'inspecteur pour passer son permis. Donc que devient l'auto-école? Autre élément sensible, la mise en place de 300 nouvelles diaporamas du Code de la route qui rentrent en vigueur dès avril prochain et encore méconnue des élèves. Il faut savoir qu'un élève a besoin en moyenne de 4 mois pour se former au Code de la route. Les éditeurs pédagogiques ne sont pas prêts avant avril et demandent donc un report de 4 mois pour le lancement de cette mesure. C'est trop près, c'est véritablement trop près. On n'aura pas le temps de visionner ces questions, on n'aura pas le temps nécessaire pour préparer nos candidats. Nous demandons le report pour le mois de septembre. C'est ce que nous voulons, c'est ce qui permettra à nos élèves d'arriver mieux préparés pour avoir plus de chances pour réussir. Et si le CNPA n'est pas contre l'évolution technologique et par là celle de leur profession, il exige néanmoins la possibilité d'une inscription collective au nom des auto-écoles auprès des opérateurs afin d'éviter les dérives dues aux présentations répétées qui augmenteraient sensiblement le coût du permis. Les éboueurs de la société Nicolin chargés du ramassage des ordures de la ville de Basse-Terre sont mobilisés depuis hier. Ils réclament le paiement de leur salaire du mois de février. Des retards de paiement qui seraient récurrents. Pour faire entendre leur colère, ils ont mené ce matin une opération escargot, bloquant le boulevard Front de Mer sur la RN1 en direction de Basse-Terre. Une grève de 24 heures reconductible. On écoute les explications de Patrick Méride, membre du comité d'entreprise, devant face à la caméra de Loïs Ignace. Les employés de l'entreprise Nicolin, affiliés à la CGTG, ont manifesté leur mécontentement. Ils réclament le paiement de leur salaire. Depuis le mois de décembre, nous sommes dans une précarité tous les mois où la direction nous informe qu'elle n'est pas en mesure de payer les salaires. Ceci s'explique par le fait que la CSBT, qui est le client de la société Nicolin, a un retard de paiement de plus de 10 mois dans la facturation, pour ce qui avoisine une somme de près de 5 millions d'euros. Donc, n'ayant plus de trésorerie, la société Nicolin nous a informés et ne nous a pas payé les salaires. Et c'est en menant une opération escargot que les employés grévistes se sont rendus à la mairie de Basse-Terre. En Guadeloupe, ce qui est dommage, j'ai l'impression que si on ne prend pas la route, si on ne prend pas la rue, on n'est pas entendu. Donc ce matin, on a décidé de faire une opération de sensibilisation et on s'est rendu également à la mairie de Basse-Terre où on a été reçu par le maire de Basse-Terre. Qu'est-ce que vous a dit? Simplement qu'elle n'a aucune compétence en la matière et aucun pouvoir surtout, bien qu'elle soit élue communautaire et qu'elle n'a aucun pouvoir. Donc elle fera remonter l'information. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec la CASBT. La CASBT, ça a été fait en amont depuis des mois, comme je vous dis, de décembre. Chaque fois qu'on y va, on nous promet, on va débloquer une situation et tout, mais la précarité s'installe. Nous sommes devenus dans une situation très instable, très précaire et très fragile. Un salarié ne peut pas continuer à faire son travail et ne sachant pas s'il va être payé tous les mois. Sans aucun élément nouveau, les employés affiliés à la CGTG comptent poursuivre leur mouvement de grève jusqu'à l'entière satisfaction de leurs revendications. Le syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe accuse son concessionnaire EDF SEI, Système énergétique insulaire, d'avoir gonflé le montant de ses prestations. Dans un rapport de contrôle effectué sur 2010-2013, EDF, prestataire de l'unique entité de gestion d'électricité de la Guadeloupe, aurait surévalué le coût de ses opérations, élevant ainsi la dette de la CIMEG à plus de 136 millions d'euros. Aujourd'hui, les deux parties tentent de trouver une entente. Le point avec le président du CIMEG, Albert Elatré, interrogé par Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Aujourd'hui, nous avons des ouvrages qui sont réalisés aujourd'hui par le CIMEG, hier par les communes de Guadeloupe. Et ces ouvrages ont été remis à la concession. Et nous nous sommes rendus compte lors de notre contrôle que ces ouvrages sont sous-évalués. Et comme EDF, à son tour, fait aussi des travaux sur le réseau, il arrive aujourd'hui qu'il y ait un différentiel entre ce que nous produisons et ce qu'ils produisent de 136 millions d'euros. En fait, c'est une dette, comme je dis, une dette fictive. On ne doit rien à EDF, il faut bien comprendre cela. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même qu'on régularise cette situation. La loi nous oblige à avoir qu'un seul concessionnaire qui est EDF.
Demain, ça peut évoluer. Par conséquent, il faut faire une mise en concurrence. Si je fais une mise en concurrence demain, le patrimoine que je vais mettre à la disposition de ceux qui vont répondre à la vue d'appel d'offres, c'est un patrimoine, si je prends les bases d'EDF aujourd'hui, qui est sous-évalué. La première concession qui avait été signée par l'État au nom des communes dans les années 50, il n'y a jamais eu de contrôle, chacun vivait sa vie, c'était la petite semaine. Nous représentons commune par commune. Donc je dois être en capacité de dire à la mairie d'Anse-Bertrand ou la mairie de Cap-Esther ou la mairie de Saint-François quel est l'état de leur patrimoine. Donc voilà des documents qu'ils n'avaient pas l'habitude de traiter. Bon, mais aujourd'hui, ils ont bien compris qu'il faut qu'ils les fournissent. Je crois que la volonté de tout un chacun, c'est d'ici un an ou deux d'arriver à clarifier ces situations. À Paris, le salon de l'agriculture bat son plein. Ce matin, la ministre des Outre-mer a visité les stands ultramarins. Sur celui de la Martinique, elle s'est entretenue avec le président de la Chambre d'agriculture, Louis-Daniel Berthaume. L'occasion pour lui d'évoquer les difficultés structurelles des agriculteurs de nos régions, des problématiques différentes de celles que rencontrent ceux de l'Hexagone. C'est d'ailleurs pour ça que les Martiniquais et Guyanais et Guadeloupéens n'ont pas pris part aux mobilisations des agriculteurs en France. Sur le salon, et dont les professionnels demandent à être défendus directement à Bruxelles. On écoute les précisions de Georges Paul-Angevin. Elle répond à Éric Dupuis et Yvan Forestier d'ATV Paris. Il y a une crise générale, mais il faut reconnaître que les modes d'exploitation ne sont pas exactement les mêmes. On n'a pas encore chez nous, dans les Outre-mer, des exploitations aussi mécanisées, aussi industrialisées que ce qui existe aujourd'hui en métropole. Et j'ai tendance à penser que c'est plutôt une bonne chose. Parce que on fait quasiment du bio naturellement, mais ils ont des problèmes spécifiques. Et par conséquent, comme disait monsieur, souvent la difficulté pour eux, c'est qu'ils font des produits qui sont confrontés à des produits qui sont faits dans les villes voisines et qui ne sont pas soumis aux mêmes normes sociales ou environnementales. Donc nous, une grande partie de notre travail, c'est d'expliquer notamment à Bruxelles qu'il faut un peu aider nos agriculteurs parce que sinon, ils ne peuvent pas faire face à une concurrence qui, comme dit monsieur, n'est pas équilibrée. Donc c'est plutôt là-dessus que nous devons les aider. En Guyane, la lutte contre le moustique vecteur du Zika se poursuit. Ce matin, des équipes de démoustication ont mené une 4e frappe contre les gîtes larvaires à Cayenne. Des épaves de voitures ont été enlevées et des amendes distribuées. Xavier Paul Lepeletier d'ATV Guyane. Là, j'ai rempli ma fiche. Donc ici, j'ai mis numéro 5, Enzila. Je vais mettre 2 autres négatifs. Vous avez une visibilité sur l'ensemble des points d'eau de tout un quartier. Donc la fiche spécifie bien qu'il y a fermé, refusé. Donc là c'est ouvert, donc j'ai mis ouvert. Et je note tout ce qui est à l'intérieur de cette maison. Une vision quasi exhaustive des gîtes larvaires d'un quartier, c'est l'objectif de l'opération Zika. Et pour éradiquer les moustiques, les mesures sont radicales. Aujourd'hui, on est à Cayenne avec 2 secteurs qui font l'objet d'un travail par l'ensemble des services, à la fois la commune, la CACL, la CTG, l'ARS et la préfecture. L'idée, c'est déjà de sensibiliser la population dans ces 2 secteurs avec les agents de l'ARS, les engagés du service civique. Deuxième chose, enlever les VHU et tous les dépôts de matériaux qui pourraient être créés des gîtes pour les moustiques, des gîtes larvaires. Du côté de la population, le message semble bien passer. C'est bien, c'est normal, parce que les moustiques les moustiques Zika, ça apporte des maladies et ça a causé nous mourir aussi. Et puis moi, c'est un bel travail qu'a fait. Au fur et à mesure dans le temps, les gens ont plus d'informations, reçoivent plus d'informations de la part des médias. Donc ils ont entendu parler du Zika. Alors comme aussi on les aborde sous l'angle de est-ce qu'ils ont déjà eu la dengue, le chikungunya, et après on se rabat sur le Zika pour savoir déjà s'ils ont l'expérience. Ils sont sensibles car ils ont déjà eu des échos, quelques, et surtout pour les malformations aussi au niveau de leur vie. Pourtant, certaines mesures sont forcément moins populaires que d'autres.
Il y a déjà 5 ou 6 contraventions qui ont été posées par l'APM, des mesures de prévention avec la CTG qui mène des opérations de dégitage, excusez-moi le terme technique, mais c'est clairement vider les pots et identifier les contenants positifs qui contiennent des larves d'Aedes. Enfin, toutes ces opérations qui sont faites le même jour, de façon à ce que toutes ces actions ne soient pas indépendantes les unes des autres. Avec une douzaine de prélèvements de VHU pour aujourd'hui, ce sont au total près d'une cinquantaine de carcasses de véhicules qui ont rejoint la casse depuis le début de ces opérations coup de poing. En Guadeloupe, la ville de Saint-Claude souhaite dynamiser son centre-ville. Pour y parvenir, elle vient d'inaugurer le marché aux vivres, un grand hall couvert de 160 mètres carrés qui accueillera des marchands de produits maraîchers et d'épices. On regarde le reportage de Karen Diama. Sous un hall couvert de 160 mètres carrés, le nouveau marché aux vivres de Saint-Claude est doté de 2 locaux fonctionnels, de toilettes communes et de rampes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite. Un nouvel espace qui fait la fierté de son maire. C'est un espace de consommation, mais pas seulement. C'est aussi pour nous, dans sa conception, un espace de rencontre, un espace d'échange. Et tout à l'heure, on a un peu évoqué, ce n'est pas le passé, mais des éléments faisant partie du patrimoine. Un bas marché là, c'était l'Internet de l'époque. Et on a invité la population à venir se retrouver, à faire famille ici, à vouloir échanger, parler, rencontrer l'enfant d'un tel et surtout aussi de faire vendre et surtout d'acheter les produits du terroir. Des produits qu'on retrouvera dans les étalages des différents commerçants présents sur ce nouvel espace à l'image de Claudin, présent sur le site depuis près de 50 ans. L'intérêt pour moi, c'est qu'il y aura un tout. Il y aura le marché aux vivres qui sera opérationnel, il y aura la poissonnerie, il y aura toutes ces structures qui vont permettre à un chaland plus nombreux d'intégrer les lieux. Surtout que l'ancienne structure était dans un état de délabrement très avancé. Donc imaginez-vous, c'est tout bonus pour moi d'avoir à intégrer une telle structure. Du côté de la population, les avis divergent et un point semble inquiéter. Je dirais que c'est un beau bâtiment, mais cependant, je regrette l'ancien parce qu'on aurait pu le rénover. Je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire sur le problème de la délinquance, mais ça ne va pas changer. Il faut éradiquer le problème, le chercher où il est et puis essayer d'encadrer les jeunes. Parce que ça fait un moment que ça dure à Saint-Claude. Je voudrais bien que ça change et que Saint-Claude retrouve sa joie de vivre d'avant. Un souhait qui devrait être réalisable compte tenu d'une municipalité engagée. On a quand même rappelé que nous étions dans un espace un peu sensible par la présence et par certaines manifestations. Et que depuis tantôt, avec les forces de l'ordre, nous essayons de juguler tout cela. En même temps, nous disons que la ville et son conseil municipal continuent à agir pour que l'inclusion soit, disons, d'une belle réalité à Saint-Claude. Avec ce nouvel espace d'animation, d'échange et de vente, la ville de Saint-Claude affirme sa volonté de redynamiser son centre-bourg. Depuis dimanche, la qualité de l'air de notre archipel est au niveau 6 selon l'association Guader. Un indice médiocre mais qui ne présenterait pas de risque selon les spécialistes. Le reportage d'Isabelle Hameau et de Patrick Curie. L'air que nous respirons est pollué. Rien de nouveau, certes, mais cette pollution dite naturelle se dissipe de plus en plus sur l'archipel. En cause, l'indice Atmo est de 6, qui traduit une qualité de l'air médiocre. Les particules fines sont d'origine naturelle. J'insiste sur la contribution d'origine naturelle. En effet, on a un épisode de brume de poussière désertique en provenance d'Afrique qui traverse actuellement notre archipel. La mesure de la qualité de l'air s'effectue à l'aide de ces stations fixes et mobiles de mesure. Ces cabines sont équipées d'analyseurs spécifiques à un type de polluant et reliés à un réseau Internet. Et tous les jours, entre minuit et midi, des calculs sont effectués, puis évalués. L'indice Atmo est calculé en fonction des concentrations de 4 polluants. Le dioxyde de soufre qui est facultatif, le dioxyde d'azote, les particules fines de diamètre inférieur à 10 micromètres et l'ozone. En Guadeloupe, nous sommes essentiellement impactés par ces particules fines de diamètre inférieur à 10 micromètres. Les concentrations en PM10 influent justement cet indice Atmo qui varie entre 1 et 10.
il nous permet d'avoir une estimation de la qualité de l'air qui peut être soit très bonne ou très mauvaise. Outre les poussières désertiques, cet appareil permet d'analyser le gaz carbonique émanant des véhicules, aussi vecteur de la pollution de l'air. Selon les différentes évaluations, les chiffres ne sont pas encore alarmants, mais suffisants pour demander aux usagers de la route de lever le pied. Dans un instant, rencontre avec Antoine Etena, un amoureux de la Saintoise. Et puis un rendez-vous inoubliable pour plus de 2000 enfants guadeloupéens. Ils ont pu assister cet après-midi aux entraînements de l'équipe de France de tennis et du Canada au Vélodrome de Bemao. Demain, les administrations seront fermées ainsi que les écoles et bon nombre d'entreprises. Elles laisseront la place au défilé en rouge et noir. Le jeudi de la mi-carême, un jour chômé uniquement en Guadeloupe. Ni la Martinique ni la Guyane ne bénéficient de cette particularité. Que pensez-vous de cette spécificité? Voyons vos avis recueillis par Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Je trouve que ce n'est pas normal. On devait travailler en Guadeloupe pour la mi-carême. Parce que pourquoi? Dans les autres pays, on travaille et pas en Guadeloupe. Après, ils disent qu'il y a le chômage. C'est tout un jour comme tous les jours pour moi. C'est plus typiquement guadeloupéen, quoi. Donc, je crois que ça a toujours été comme ça. Donc, je ne vois pas pourquoi ça pose problème. Cela dit, si on enlève, bon, je pense pas que ça fera de mal à quiconque. Hein. Pour moi, c'est un jour comme un autre. Il n'y a pas de mi-carême. Il n'y a pas de mi-carême. Mi-carême, c'est un jour comme un autre. Ça n'existe pas pour moi. Nous lever que le monde pas travailler. Il ne faut pas encore dire que le monde doit travailler. C'est respecter la parole à bon Dieu. Bon, ce carême, par contre, ça me passe ce carême, ça qui ne veut pas travailler. Ben, c'est comme ce carême, c'est la fête de Jésus-Christ, quoi. La fête, elle est dans le cœur. Si on veut travailler, on travaille. Si on ne veut pas, on ne travaille pas. En France, on ne fête pas la mi-carême, non. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous trouvez normal qu'on ne travaille pas ce jour-là? Normalement, on doit travailler. Et même le matin, dans la matinée. Pour moi, c'est comme un jour de repos. Voilà, c'est tout. Oui, mais ça existe qu'en Guadeloupe. Chaque pays a ses habitudes. Oui, c'est normal qu'on ne travaille pas puisque c'est une fête à nous et on devrait la fêter et c'est tout à fait légitime qu'on ait notre journée. Ce n'est pas un jour que je fête étant donné que je suis chrétienne, donc je ne fais pas de trêve pendant le carême. Mais bon, je ne me suis jamais posé la question est-ce que c'était normal ou pas. Selon ma foi, non. Quand c'était le carnaval, c'était un carême, là maintenant c'est le mi-carême. Il y a un moment, il faut travailler un peu d'après moi. Nous aimons bien fêter, alors bon, la mi-carême pour nous, c'est un grand coup. Hein. Les gens n'attendent que ça, de manière à leur permettre de couper un petit peu sur le nombre de jours de carême. Et bon, c'est sûr que moi, je ne participe pas. Je ne suis pas carnaval. Je ne pense pas que ça dérange tellement parce que bon, la plupart des patrons eux-mêmes, ils en profitent et quand ils le peuvent, ils prolongent. C'est-à-dire que le vendredi aussi, ils vont récupérer. Alors, il ne faut pas tout vouloir pour soi, il faut savoir partager. En 1976, l'éruption de la Soufrière provoquait l'exode de milliers de Bastériens vers la Grande Terre. Ce déplacement de population aurait fait basculer la ville de Basse-Terre, alors à son apogée, dans une période de déclin économique. Le reportage de Loïs Ignace. 2016 est l'année de commémoration de l'éruption du volcan La Soufrière. Économiquement, la ville de Basse-Terre a connu un avant et un après 1976. André Nadal avait 19 ans à cette époque. Il y avait tout à Basse-Terre. Économiquement, ça fonctionnait bien. D'ailleurs, cet exode de la Soufrière, ça a été le début de Jarry. C'est ça qui a permis à Jarry de démarrer. Donc, Pointe-à-Pitre était une ville florissante aussi. Et évidemment, il n'y avait pas de place pour recevoir tous les commerçants de Basse-Terre. Et c'est là que les premiers commerçants de Basse-Terre ont commencé à construire à Jarry. Jean-Michel Panchard se souvient de Basse-Terre avant l'évacuation. Il avait 22 ans et l'agence de voyage à son nom avait 2 ans d'existence. Il y a eu des conséquences dramatiques, effectivement, en particulier pour les commerçants, pour les industriels, parce qu'ils n'ont pas les moyens de transporter leur outil de travail. Par contre, pour ceux qui exerçaient dans le secteur des services, comme nous-mêmes d'ailleurs, ou comme un coiffeur ou un artisan, il peut plus ou moins déplacer plus aisément
son outil de travail et donc il a pu exercer avec toutes les difficultés que l'on peut imaginer pendant quelques mois en grande terre, mais les autres, les commerçants, les industriels n'ont bien sûr rien pu faire. Après plusieurs mois d'inertie, la population bastérienne n'est pas revenue en masse et l'activité économique a repris timidement. Parce que Basse-Terre, à l'époque, c'était quand même 65% de la population qui était dans l'administration. Ces gens-là sont revenus. Donc, en revenant, évidemment, les commerces sont repartis. Mais il y avait quand même l'activité de Jarry qui commençait. Et finalement, le pôle économique s'est retrouvé déplacé. Et quand le pôle économique se déplace, l'emploi se déplace. L'éruption du volcan La Soufrière a freiné l'essor économique de la ville de Basse-Terre, qui a aujourd'hui encore du mal à se démarquer de Jarry et Pointe-à-Pitre. En Martinique, le Centre communal d'action sociale de la commune de Basse-Pointe a inauguré un jardin familial destiné aux personnes âgées, un terrain mis à la disposition des retraités pour faire pousser son potager, parfois avec les plus jeunes, et ainsi recréer du lien social. Alouine Courcy, de la TV Martinique. Josette est à la retraite depuis 15 ans et pour elle, il n'y a rien de mieux que de s'occuper de son nouveau potager. Ils ont fait un petit truc de jardin pour les personnes âgées. Alors j'ai proposé de venir parce que moi j'ai un verger mais j'ai pas de potager. Et là ça fait qu'on a un petit jardin pour pouvoir faire quelque chose. Et là j'ai mis des poireaux et là je vais planter du persil. En prime, Josette peut aussi partager son savoir-faire avec les plus jeunes. Voilà, bien au milieu. Voilà. J'ai appris à comment mettre la terre, à retirer les morceaux, à planter. Mais surtout, ça apprend les enfants à manger plutôt local parce que les enfants maintenant, ils mangent que McDonald's, tout. On a besoin des enfants et les enfants aussi ont besoin des personnes âgées. Surtout moi, je sais, j'ai besoin des enfants. Sans les enfants, je ne peux pas vivre. Comme celle-ci, 5 autres parcelles de terrain 100% bio seront mises à la disposition des plus de 60 ans. Un appel à projet lancé par la Caisse de sécurité sociale auquel la municipalité a répondu avec le concours d'une association d'insertion. Objectif, améliorer le quotidien d'une vingtaine de personnes âgées. Combien de fois qu'il faut les arroser? Alors il faut penser à les arroser, pas trop. Au moment où il y a le soleil, vraiment le gros soleil dessus, oui. Il faut penser plus le matin et plus en fin de journée. En matière de santé, c'est assez important qu'on puisse bien manger, qu'on puisse bien se nourrir et aussi on puisse transmettre tout ce qui est savoir des personnes âgées aux plus jeunes. Sur les 3700 habitants de Basse-Pointe, 31% sont des personnes âgées. Dans cette commune agricole, le savoir-faire des plus anciens permet aussi d'aider les plus démunis. Notre objectif avec les enfants, c'est d'organiser un petit marché intergénérationnel, mais c'est aussi proposer des colis alimentaires aux familles défavorisées. Rendez-vous dans 2 semaines où les enfants reviendront pour récolter les premiers fruits de leur travail. D'ici là, Josette et ses amis pourront venir se retrouver tous les jours pour prendre soin des nouvelles pousses. La Saintoise, appelée également le canot saintois, est une barque de pêche manœuvrable traditionnellement à voile ou à rame. Originaire de l'archipel des Saintes, elle s'est répandue dans l'ensemble des Petites Antilles. À Baie-Mahault, en Guadeloupe, un retraité en a fait un objet de passion. Bénédicte Jourdier l'a rencontré. Antoine et Théna découpent les morceaux de tissu qui deviendront les voiles de ces maquettes. Depuis 2 ans, ce retraité fabrique des petits bateaux traditionnels appelés Saintoises. J'ai fait ça quand j'étais jeune. Et puis, ma petite voisine, un jour, vient me voir et me demande à lui faire un petit bateau. Elle ne savait pas que je construisais des bateaux, que je pouvais le faire. Et là, j'ai fait un petit bateau pour elle. Et puis depuis, je me suis mis et voilà. Et la passion d'Antoine est née, une passion qu'il met au profit du patrimoine guadeloupéen pour la mémoire de ce bateau traditionnel. Ça se perd. Bien entendu, il y a le championnat, il y a les courses de canot à voile traditionnelles, mais par l'appât du gain, la forme de ce bateau-là sont en train de disparaître. Alors, je suis resté à cette construction pour essayer de donner à des Guadeloupéens le souvenir du vrai bateau type Saint-Ouen. C'est une passion, c'est pas pour l'argent et je ne veux pas qu'on perde ce type de bateau.
Du travail du bois, la peinture, en passant par la couture, Antoine réalise tout. Il lui faut 1 mois pour monter une maquette, un savoir-faire qu'il a acquis en observant les chantiers lorsqu'il était petit. J'ai été élevé dans un quartier où ils construisaient ces bateaux-là. Donc c'est des chantiers que je fréquentais et c'est des gens qui ne repoussaient pas les enfants et qui leur donnaient du bois pour bricoler. Donc ça me permettait de bricoler des petits bateaux aussi. En 2 ans, ce retraité a construit une 50aine de maquettes et certaines d'entre elles peuvent même aller sur l'eau. Cet après-midi, près de 2000 enfants sélectionnés par de nombreuses communes de la région ont pu assister aux entraînements des équipes de France et du Canada. Un moment privilégié capté par Yvan Lemar. Ils sont venus des 4 coins de la Guadeloupe pour assister à l'entraînement de l'équipe de France. Pour beaucoup, c'est un moment exceptionnel. Il y a certaines personnes qui n'ont pas cette chance. Donc pour nous, oui, on a de la chance. De voir les joueurs comme mon fils, Tonga, en vrai, devant nous, mais c'est génial. C'est impressionnant. C'est incroyable. Parce qu'on les voit à chaque fois à la télé et là on les voit en vrai. On a vraiment de la chance. Il n'y a pas de mots pour définir ça. C'est super d'aller voir s'entraîner et elle les trouve super. Ils se sont bien entraînés. C'est spectaculaire. C'est bizarre. Je ne s'attendais pas trop à voir Gaël, mon fils, de près, et Yannick Noah. C'est chouette et j'aime bien la façon comment ils jouent. C'est bien, on s'amuse bien. Quand ils font des buts, tout le monde monte le drapeau et ça nous fait rigoler. C'est sympa parce qu'on voit les entraînements des grands joueurs, il y a mon fils, son gars, donc c'est sympa. Donc il y en a qui ne peuvent pas venir, c'est mieux de voir en direct qu'à la télé. Ça nous donne envie de faire du tennis et de les regarder en même temps. Et c'est vraiment très génial le tennis. Je ne savais pas que le tennis était aussi génial que ça. Un moment de découverte pour certains, pour d'autres, c'est l'occasion de voir et soutenir leurs joueurs préférés. Pour moi, c'est Gaël mon fils parce qu'il sert très très bien et il joue bien aussi. Il fait de très belles balles. Pourquoi c'est Gaël mon fils, c'est votre joueur préféré? Parce qu'il est fort. Il est guadeloupéen. Il est guadeloupéen, il joue fort, il joue bien. Il est dans le Afativo et il faut Joe-Wilfried Tsonga. Pourquoi? Parce qu'il est fort, il est compétent, il joue bien et il est assez fort pour moi. Je veux devenir comme lui. Également fils. Et aussi si c'est Français contre Canadiens, on va soutenir les Français. Vu qu'on n'est pas des Canadiens, même si on était des Canadiens, peut-être on aurait soutenu la France. Pour l'organisation, l'objectif est atteint. L'objectif, c'était de pouvoir permettre au plus grand nombre d'enfants de pouvoir voir des joueurs, pour les approcher. Certains n'ont pas la chance de pouvoir peut-être venir vendredi, samedi, dimanche sur les matchs. Donc c'était vraiment d'inviter les enfants des clubs, les enfants UNSS, UCEP, mais aussi des enfants de toutes les communes à venir assister à l'entraînement des joueurs et d'approcher de près les joueurs qui ne voient à la télé en fait. En fait ça a été un beau succès. Au total nous avions 26 communes de présentes. Pratiquement tous les quotas ont été atteints. On a été ravis de voir que Désirade et Marie-Galante ont joué le jeu et sont venus. C'est d'autant mieux qu'eux habitent donc plus loin, nécessitent un transport en bateau. Donc non, vraiment nous sommes ravis de tous ces enfants qui sont venus. Pour terminer l'après-midi, quelques balles ont été envoyées dans le public par Gaël Monfils, de quoi susciter quelques vocations. Quelques informations pratiques maintenant aux abîmes. De nouvelles perturbations sont à prévoir à la zone d'Othémar. La distribution de l'eau potable sera interrompue demain dès 8 h avec un retour à la normale prévu en fin d'après-midi. Et puis avant de refermer ce journal, ces images aériennes du vélodrome de Bemao, totalement métamorphosées. Je vous propose de regarder tout de suite ces images. Des images magnifiques qui ont été prises par la préfecture.
Et voici le nouveau visage du vélodrome de Gourdelienne à Bémao à l'occasion de la Coupe Davis qui aura lieu ce week-end. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, question directe présentée par Eddy Planté.